Bonjour tout le monde. Je suis ravie évidemment d'être ici pour accompagner Anaïs sur la présentation de son projet de long métrage Eugène. J'avais découvert son travail grâce à la série The Man Woman Case, qui est une série que vous pouvez binger sur France Télé sans aucune culpabilité puisqu'elle dure moins d'1 heure quand on met tous les épisodes à la chaîne. Donc juste en quelques mots pour te présenter Anaïs, donc toi tu as été formée aux Arts Déco, section animation. Ensuite tu es partie à l'étranger, tu as enseigné et puis quand tu es revenue à Paris, tu as commencé à travailler pour une société de production de P2L si je ne me trompe pas, avec qui tu développes actuellement ce projet de long métrage. Et avec cette société, tu as déjà réalisé un certain nombre de séries pour Arte, pour Slash et pour la chaîne parlementaire, notamment une série qui s'appelle Rien qu'un verre sur l'alcoolisme, une série qui s'appelle L'Abécédaire, donc ça c'est plutôt des mots d'actualité, une série de poèmes d'actu, donc plus étonnante sur le concept, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir à la télévision. Et puis un clip pour Gérard Manset. On peut voir aussi que tu as travaillé beaucoup pour le documentaire, donc tu réalises en fait des séquences animées pour des documentaires. Et là, on peut remarquer qu'il y a quand même une grande cohérence dans ton travail, puisque apparemment, on te demande toujours ton travail pour des portraits de femmes, de grandes femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et puis, en termes de projets plus personnels, en ce moment, tu développes un documentaire qui s'appelle Suzanne, donc un documentaire animé qui va durer 90 minutes pour Arte, avec Vivement Lundi et Anoki. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en parler pendant les questions, mais je ne vais pas m'attarder plus pour le moment. Et évidemment, tu as réalisé cette série, The Man Woman Case, 10 fois 5 minutes, qui a été primée à Annecy en 2017, et qui vous a tellement porté que vous avez eu envie, donc avec l'équipe de production, la scénariste, d'en faire un long métrage. Alors, est-ce que tu veux en dire plus sur ce projet de long métrage, le présenter déjà? Merci pour cette présentation. Et puis, je suis très contente d'être ici, même je suis très, très intimidée. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Eugène. C'est un long métrage que je prépare avec toute l'équipe depuis un petit moment déjà, depuis 2017, où porté par la fin de la série et encore dans l'énergie. Et puis, il y avait une petite dose de frustration aussi de ne pas avoir tout dit. On s'est dit, on va faire un long métrage. On est parti un petit peu bille en tête. Avant de parler du film, moi je voudrais juste faire un petit trigger sur. On va parler de sujets sensibles aujourd'hui. On va parler de transphobie, de viol, de violence. Voilà. Donc ceci étant dit, c'est aussi un film que je porte avec beaucoup d'amour. Et puis je vais essayer de vous présenter un peu les origines de tout ça. Donc c'est un scénario qui est inspiré d'une histoire vraie. Je suis tombée sur un fait divers qui à l'époque avait défrayé la chronique. Alors je vais vous emmener en Australie, à Sydney dans les années 20, et il y a notre héros Eugène qui est accusé d'avoir tué Annie, sa première femme. Il est accusé de l'avoir brûlée vive. Donc à ce moment-là, 3 ans après, l'enquête est relancée. Et dès qu'il apprend que la police l'accuse et le recherche, il cherche absolument à quitter le pays le plus vite possible. Donc on pense qu'il est coupable. Si on lit les 3 petites lignes dans le journal, on se dit ok, ce mec-là est coupable. Mais au fil de la traque, donc là on s'est dit qu'on allait le raconter sous la forme d'une traque policière. On va vraiment découvrir les vraies raisons qui le poussent à fuir et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce qu'il y a l'histoire d'un fait divers en 3 lignes, mais il y a aussi toute la diversité et la complexité d'une affaire de true crime dans un sens. Une affaire de
true crime story. Okay, d'accord. Sorry. Et ce fait divers, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es tombé dessus, par quel hasard en fait on découvre une histoire aussi forte que celle-ci? Là, je vous montre la photo d'Eugène sur laquelle je suis tombée. Alors moi, j'ai un petit truc bizarre, mais que chacun a, je pense, c'est que je cherche un peu des gueules à dessiner quand je veux dessiner. Et je trouve que chez les gangsters, donc c'est ce qu'on appelle un mugshot, chez les gangsters, et particulièrement dans ces années-là, avec les photos noires et blancs qui contrastent énormément le style, puis sont hyper burinés, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à dessiner. Donc c'était encore une de ces après-midi où je cherchais sur internet des photos, et là je tombe sur une petite mine d'or. C'est les mugshots en Australie dans les années 20. Donc là il y a des sacrées gueules. On se demande tous un peu ce qu'ils ont fait. C'est vraiment des gueules de cinéma. Les mugshots, juste. Les mugshots, c'est des photos de police. C'est tout ce qu'on avait. Les mesures Bertillon, par exemple, c'est quand on va mesurer face, profil, dos, qu'on va noter toutes les mesures pour avoir en fait toutes les photos des criminels. C'est vraiment les photos avec le matricule. Et souvent, ils sont pris à un moment un peu triste et nul de leur vie. Et du coup, on a vraiment des sacrées tronches. Enfin, tout est donné, là, c'est fini, les jeux sont faits. Et moi, en fait, je tombe du coup sur la photo d'Eugène, et je me dis ok, ce regard il est complètement dingue, et je me dis je le dessine même pas, et je vais chercher quelques lignes en fait sur lui, et je me dis ok, il y a une matière à histoire de dingue. Faut savoir qu'Eugène, il a été assigné femme à la naissance, et il a passé sa vie en tant qu'homme. Son affaire, à l'époque, comme je l'ai dit, elle a défrayé la chronique dans l'Australie des années 20 pour deux choses. L'une, c'est parce qu'il est accusé d'avoir tué sa femme, Annie, et l'autre, et c'était pour l'époque la pire hérésie, pire que l'accusation de meurtre, c'est d'avoir vécu comme un homme. Donc, du coup, moi, ma curiosité à cette époque-là, elle est piquée à vif, sauf que l'histoire d'Eugène, elle est hyper compliquée. C'est un homme qui a passé sa vie complètement en fuite. Il a été marié de force à 18 ans. Ensuite, il s'est enfui sur un bateau. Sur le bateau, ils ont découvert que c'était une femme, et c'était très mal vu à l'époque. S'ensuit en fait des viols collectifs pendant tout le trajet, et c'est affreux. Et il est débarqué enceint à Sydney. Il connaît personne sur le port, et en fait, il se souvient qu'il a une famille, des amis de la famille qui sont là, qui l'ont jamais jugé, et il va accoucher chez cette famille, laisse le bébé, s'en est toujours occupé, mais a toujours eu une relation assez distante, parce que pour lui, ce bébé ne lui appartenait pas, et repart et remet ses vêtements d'homme, reprend sa vie, finit par se marier. De là, on arrive à un mariage qui se passe bien. Il a enfin en fait l'amour qu'il avait toujours cherché, sauf que ça commence à murmurer un petit peu dans le voisinage. Dis donc, ton mec il est bizarre et tout. Et Annie, sa femme, qui n'était pas au courant et qui était une jeune veuve avec un petit garçon, commence à se dire mais attendez, qu'est-ce qui se passe et tout, et décide de confronter Eugène, son mari, lors d'un funeste pique-nique. De là éclate une dispute affreuse, et là on ne saura jamais ce qui s'est passé. Un accident, de la violence, on ne sait pas. Lui, il a toujours clamé son innocence. Toujours est-il qu'elle chute et qu'elle décède sur le coup. De là, Eugène, il panique. Il se dit ok, moi, si je vais voir la police, ils vont jamais me croire. Par contre, ce qu'ils vont voir, c'est que biologiquement, je suis pas un mec, je vais m'en prendre plein la gueule, personne va me croire à l'accident. Du coup, dans un moment de panique, et là n'est pas la question du film complet, on va pas chercher à excuser ou à comprendre ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas la machine à remonter le temps. Mais toujours est-il que dans ce moment de panique, il prend la pire des décisions, il se dit je vais faire disparaître le corps. Le truc, c'est que on est en Australie, le sol il est complètement sec, il peut pas creuser. Et la mauvaise idée du siècle, il décide de brûler ce corps. C'est un des plus gros traumatismes de sa vie. Et là, il fuit.
il fuit complètement. Il décide de mentir au fils de la victime. Il prend ce qu'il peut. Il avait déjà plusieurs identités, plusieurs papiers, et il s'en va. On se retrouve 3 ans plus tard. L'enquête est réouverte. Lui, il a eu le temps de se remarier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin moi, de ce que je comprends de l'histoire, c'est que c'est un déguisement social aussi, le mariage. C'est que à cette époque, un homme seul, célibataire, on se méfie. Donc lui, il a toujours cherché à se cacher. Il faut imaginer une vie complètement en fuite. Et il se remarie, et là, il y a l'enquête qui est réouverte et commence une traque policière. Dans l'histoire, la traque policière, elle est plutôt soft, elle va assez rapidement, sauf que la traque journalistique, elle est affreuse. Et là, on arrive vers des articles complètement putaclic, et il se retrouve avec The Man Woman Case sur le dos, et là, sa vie, elle est foutue sur la place publique. Et tout est décortiqué, il est traité de monstre, il est incompris, personne ne va l'entendre. Pendant tout son procès, personne ne va l'écouter. Et il y a eu beaucoup de preuves qui ont été trafiquées. Alors moi, je n'innocente pas, je dis les faits. Il y a beaucoup de preuves qui ont été trafiquées. Et du coup, il va se retrouver condamné à mort. Sauf que, pour une fois, à un moment donné, la justice a à peu près fait son travail. C'est qu'ils n'ont pas trouvé de preuves et qu'il s'est retrouvé 15 ans en prison. Il s'est retrouvé 15 ans en prison, prisonnier exemplaire, droit. Il s'est retrouvé, il a demandé d'être dans la prison pour femmes pour des raisons de sécurité. Et finalement, au bout de 15 ans, on l'a libéré parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Tout ce que ça apprend, cette histoire, enfin en tout cas moi, en le lisant, c'est que je me dis, ok, qu'est-ce que c'est que la fabrication du monstre ? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui nous amène tout d'un coup à penser que cet homme-là est un monstre et qu'on est du bon côté de la société. Est-ce que tout ça serait arrivé si on n'avait pas fabriqué des normes de genre un petit peu obtus et stupides, des règles qui font que tu ne peux pas vivre de telle ou telle manière, tu ne peux pas vivre en étant qui tu es. Est-ce que communément, par nos sociétés, en ne prenant pas position, on ne se retrouve pas à fabriquer aussi ces histoires-là ? Et j'avais envie d'explorer à travers le polar et la traque, justement sur la fabrique d'un personnage monstrueux et aller plus loin que 3 petites lignes dans un journal putassier. Voilà. Pardon, c'était long. Alors, du coup, toi, tu tombes sur cette histoire qui t'interpelle vivement. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue, à ce moment-là, une série ? Comment l'opération s'est faite ? Alors, donc on est en 2013 à ce moment-là. Maintenant, on est en 2023. Du coup, je ne sais pas quoi faire de cette histoire à l'époque parce que c'est énorme. Il y a trop d'infos. Je me dis, je vais en faire un roman graphique. Je sais pas quoi en dire. Et puis, il y a un appel à projet de France Télévisions qui tombe, qui parle de transidentité, de fuite, d'enfermement. Et il propose qu'on en fasse une série. Donc c'est un appel à projet, on y répond. Miracle, parce que pour moi j'avais une vision un peu de ce genre d'histoire. C'est très film d'auteur, c'est un graphisme très tranché. Il décide de nous accompagner. Donc de là, on commence à faire une série un peu bille en tête, en mini-équipe. On l'a fait en très peu de temps et pour un petit budget. C'était à peu près, je pense, 700 000 € ou moins, je ne sais plus. Ma productrice n'est pas là, je vais dire n'importe quoi. Bref, on commence cette série et puis ça fonctionne. Le public est là. On a des très très bons retours. Enfin voilà, ça c'est un petit peu les festivals qu'on a fait. Et du coup, on rencontre plein de monde et on se dit à la fin, on est dans cette énergie-là. On se dit maintenant, moi j'avais le sentiment avec toute l'équipe qu'on n'avait pas pu dire un petit peu tout ce qu'on voulait parce que dans la narration d'une série de 10 épisodes de 5 minutes, à chaque fois il fallait terminer. Les épisodes et c'est hyper frustrant dès qu'on veut déployer un personnage parce que moi j'avais envie qu'on suive ce personnage, qu'on suive sa traque, qu'on suive sa fuite et qu'il y ait énormément son point de vue à travers l'intériorité et c'est pour ça que en fait on va se retrouver
sur le développement du long métrage. Alors, on peut peut-être mentionner du coup la scénariste avec laquelle tu as coécrit le film depuis le début, Joël Osterlink. Qu'est-ce qui vous a porté comme enjeu d'écriture sur la série et comment vous avez voulu les transformer pour le long? Ok. Et du coup, en fait, on avait surtout envie de faire un polar. Moi, pour des raisons esthétiques, j'avais vraiment envie de garder ce traitement à l'encre. C'est un espèce de gros carnet de croquis des souvenirs et du fait divers, comme si on prenait une tonne de notes assez rapidement. Pour le côté très noir, très expressionniste allemand aussi, ça, on y reviendra. Et pour Joël, toute la difficulté, parce que Joël, on bosse ensemble depuis le début. On a fait vraiment nos armes ensemble. On s'est rencontrés via la productrice Hélène Gendreneau. Elle, c'était son premier projet de fiction. Moi, c'était mon premier projet aussi de fiction. Du coup, elle avait expérimenté le format série. Et c'est une série qui s'est aussi énormément écrite au montage avec notre super monteur Nazim Meslem. Et du coup, là, c'est clairement deux objets complètement différents. Ce que je disais, c'est que, par exemple, là où on devait terminer les épisodes, là, il faut pouvoir développer chaque personnage aussi sur plusieurs, sur toute une heure. Donc du coup, on avait envie de toujours explorer cet univers de gangsters, l'univers noir, parce que le ciné des années 20, c'est aussi c'est des criminels qui sont un petit peu partout, c'est des bagnards, c'est un environnement qui n'est pas forcément très sympathique. Donc du coup, c'était surtout ces années-là qui nous plaisaient. C'est le jeu, le trafic d'alcool, la corruption. Et puis aussi, on a des personnages dans le polar qui sont un petit peu stéréotypés. On voulait jouer en fait sur les archétypes parce que dans cet imaginaire commun, on a toujours le vilain flic, la travailleuse du sexe qui ici et notre cher personnage, c'est un de mes personnages préférés parce qu'elle est très, très touchante, c'est Betty. C'est une alliée pour Eugène, parce qu'elle vient des bas-fonds, qu'elle traverse aussi, pas forcément les mêmes peurs, mais elle est confrontée aussi à des dangers similaires. Qu'est-ce qu'être une femme travailleuse du sexe à cette époque? C'est sentir le danger tous les jours. Et dans le film noir, on retrouve toujours cette espèce de personnage très, très, très sensuel et qui vient rajouter aussi énormément de douceur à toute cette noirceur. On a aussi Eugène, qui est notre personnage, qui est un personnage très tourmenté. Et donc, dans les codes du film noir, nous, on s'est inspiré aussi de références très, très, très modernes, comme M. le Maudit. Moi, j'avais Nosferatu pour la traque à l'homme. Dans la mort aux trousses, ce personnage toujours en fuite. C'est des personnages auxquels aussi on peut s'attacher. C'est vraiment ces archétypes qu'on reconnaît et qui font partie de nos imaginaires communs. Et surtout, on a Eugène. Et Eugène, lui, c'est un personnage qui est complètement tourmenté, qui ne voit pas le futur, qui vit dans l'enfer du présent et qui est sans cesse happé par son passé. Donc c'est surtout tourner autour de ces personnages qui nous plaisaient dans la pratique du polar. Et il y a aussi vraiment collé à la réalité de l'histoire. Ici, on peut voir Eugène, avec la jolie cravate, Annie, la victime, et Harry, le fils de la victime, qui va réalerter la police 3 ans plus tard en se disant « mais je comprends pas, on ne retrouve pas ma mère », et qui va remettre la police sur ces histoires. Mais la principale difficulté, c'est de se dire « ok, comment je m'empare de ces personnages ?» pour lesquels on a peu d'histoire aussi, parce que ce n'est pas forcément des personnages connus, et comment je recrée aussi une histoire par rapport à ça.
Donc c'est pas un biopic, c'est vraiment essayer de se dire, ok, Eugène, qu'est-ce qui s'est passé? Essayer de chercher, pas forcément de le comprendre, mais de faire ressentir et d'accompagner le spectateur dans ce voyage intérieur et dans cette traque. Et du coup, je reviens juste sur cette bifurcation entre la série et le long métrage. Qu'est-ce qui vous avait frustré dans la série et qu'est-ce que, au contraire, vous aviez envie de développer dans le long métrage? Parce que j'imagine que ça permettait, ça ouvrait des portes que vous n'aviez pas forcément dans la série. Bien sûr. Moi, ce personnage, je trouvais que dans la série, même si on avait pu l'explorer un petit peu au travers, parce que tout son passé, toute son histoire, le présent, c'est une temporalité courte, c'est-à-dire que le rythme est rapide, c'est la traque, c'est l'enquête, c'est le piège qui se referme de plus en plus. Et ensuite, ce personnage-là, il est sans cesse happé par ses souvenirs, ce qui va nous renseigner aussi énormément sur d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, qu'est-ce qu'il ressent au moment T et comment il vit les choses. Et du coup, tous ces flashbacks, eux, ils sont beaucoup plus lents et beaucoup fournis. On y reviendra aussi tout à l'heure. Pour ça, on va utiliser 2 techniques pour le présent. On a vraiment des personnages à l'animation très très réaliste. Pour les passés oniriques et le passé, on va avoir une animation beaucoup plus fluide, beaucoup plus fragmentaire, parce que les souvenirs, en fait, on se souvient assez rarement des lieux, mais plutôt des mouvements, des fulgurances en fait qui arrivent. Et on parle ici de souvenirs violents. Et du coup, le passage de la série au long, pour répondre à cette question, c'est qu'on va déployer beaucoup plus le personnage et les relations avec les personnages. Moi, je parle aussi énormément avec Joël sur la perte d'identité. Il y a ce crime qui a été commis. On parle d'une victime, de Annie, et de culpabilité. C'est un personnage qui, à force de ressasser et de culpabilité, perd peu à peu son identité et qui il est. Et j'aimais bien travailler sur la perte du visage, ne plus savoir qui on est. En fait, lui, à la base, il était très bien dans ses bottes. Il savait exactement qui il était. Mais c'est que par les événements tragiques, par la peur sans cesse, par cette fuite, il oublie en fait peu à peu qui il est. Par contre, chaque personnage secondaire va avoir son avis sur lui. Il va y avoir le regard de la société, le regard de la police, qui est un regard plus d'enquête. Donc ça, c'est le personnage qui fuit sur les toits dans un moment d'action. On va avoir le regard monstrueux de la foule qui, plus on avance dans le film, plus on est dans le regard d'Eugène et plus on est dans la déréalisation. Et du coup, plus cette foule devient monstrueuse et dangereuse. Et j'avais envie de jouer sur la déformation. Et du coup, tous ces personnages, la police, la presse, qui va être représentée par le magnat de la presse, la travailleuse du sexe, Betty, qui est son alliée, sa fille, là on l'a réintégrée aussi pour en faire une alliée, la victime, Annie, au travers des souvenirs, sa deuxième femme. Enfin, chacun va avoir un avis et un regard. Par exemple, la deuxième femme avec qui il s'est remarié, Lizzie, elle représente la religion et le côté très catholique. Que va-t-on penser de moi? Est-ce que je vais aller aussi en enfer? Donc tout ça, ça crée aussi un espèce de prisme multiple qui recompose le portrait d'Eugène qui, lui, a oublié son visage. Ça vous va comme réponse? Et donc on a une vraie galerie de portraits. En revanche, le point de vue, le personnage, l'empathie avec qui tu veux travailler, c'est celle d'Eugène. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui sera amené en plus ou différemment dans le long métrage, sachant que dans la série, on était quand même déjà du côté d'Eugène, on empathie avec lui, etc. J'ai pas envie de manipuler le spectateur, mais ce que je veux, c'est qu'on suive son regard, qu'on se mette un peu dans ses bottes, dans son costume, et en ça se crée l'empathie ou non. Tout ça dépend de celui qui regarde. Mais j'ai envie qu'on ait peur avec lui, j'ai envie qu'on ressente des sensations. Moi, j'aime beaucoup les films
on ressent les choses, et on ressent aussi le sentiment de paranoïa qui sort. C'est qu'au début, on est dans un film polar très classique, et plus on avance, plus le réel devient en fait complètement fou, et plus la couleur arrive, plus le danger arrive. Par exemple, ici, je vous montre une image de corbeaux et d'oiseaux. Parce que d'une part je suis obsédée par le motif des oiseaux, parce que je trouve ça terrifiant. En fait, c'est tout le temps, en fait, c'est comme des drones, c'est tout le temps en train de nous surveiller, et en fait il devient complètement parano au bout d'un moment. Il se dit mais les corbeaux sont toujours là, parce que les corbeaux représentent la presse. Il y a quelque chose qui participe aussi encore aujourd'hui, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a toujours des petits yeux partout comme ça, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça retient tout, et c'est toujours en train de planer, et on ne sait jamais en fait quand ça va nous plonger dessus. Et par exemple, le gène, il a toujours cette espèce d'impression d'oiseaux noirs qui viennent en fait tout le temps planer autour. Ils ont vu, ils savent, et ils viennent traquer. Ils attendent en fait ils attendent de pouvoir le bouffer. Et c'est vraiment cette image un peu métaphorique de la presse, de la foule, et de quelque chose, du danger qui plane sans cesse. Donc moi j'avais envie d'explorer beaucoup plus le côté cauchemardesque au travers de la prison mentale de Gênes, parce que Gênes, il vit en fait à la fin dans une double prison. Il vit dans son corps, dans sa tête, et physiquement en prison, mais je crois que c'est le moins pire des châtiments, parce qu'en prison, il y était déjà depuis très longtemps. Ouais. Oui, peut-être tu peux nous parler des décors, parce que là, on est resté très autour de cette galerie de personnages. Ouais. Quelle importance ont les décors pour cette histoire-là, le Sydney des années 20 ? Comment est-ce que tu as pu te renseigner, faire des recherches sur cet environnement ? Avec déjà Joëlle, elle s'est pas mal renseignée au niveau historique, et quand on reviendra sur les personnages, je vous présenterai les vrais et les inventés, mais qui sont toujours des archétypes. Moi, sur les décors, je me dis on n'a pas la machine à remonter le temps encore. Et puis, même si j'allais à Sydney aujourd'hui, en fait, ça ressemblerait pas du tout à ce que c'était avant. Par contre, pour moi, déjà, les décors dans les souvenirs, c'est un peu des fragments. Si j'ai des souvenirs, moi, personnellement, je me souviens des gens, je me souviens des actions, mais assez peu des lieux, c'est assez flou, ça dépend. Et du coup, pour moi, le Sydney des années 20, c'est un peu la somme de mon imaginaire, sur cette espèce de milieu gangster, sur le port, sur un truc très charbonneux, très, très noir. Et j'avais envie de garder ce côté dessin à l'encre, croquis, assez épuré aussi, parce que je crois que dans un sens, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les personnages et comment ils évoluent. Mais leur décor, s'ils ne me racontent pas quelque chose, mis à part me dire ils sont sur le port, une fois que je l'aurai planté, j'aurais pas forcément envie de tout donner comme réponse. Donc c'est vraiment un travail de recherche et d'épure graphique. Après, moi, dans les références que j'ai, il y a beaucoup Hugo Pratt que j'ai pratiqué petite, parce que c'est mon éducation à l'image avec les BD de mon père. Et puis il y a Tardy pour le côté... alors, chez Tardy, moi, j'ai piqué la perspective graphique qui m'intéressait pas mal, c'est-à-dire que j'ai au premier plan, parce que les flous, ça marche pas trop sur ces images-là, à mon sens. Du coup, au premier plan, j'ai plus de détails, à l'arrière-plan, j'en ai moins. Et je fais des choix aussi en tant que réal, de me dire, si j'ai plus de détails, c'est que les personnages, à ce moment-là, ils sont importants. Je vous dis, regardez là. Mais s'il y a moins de détails, c'est juste que ça doit être une masse et ça doit pas raconter des choses. Et du coup, c'est des choix que j'opère, tant par raison économique, et ça aussi, on peut y revenir, parce que quand on fait un film d'auteur, il faut penser aussi à l'économie, à comment on va animer les choses, parce que je pense que l'animation, c'est de la musique à l'image, c'est du rythme, des silences, des choses qui vont bouger à tel moment. Mais du coup, c'est un peu comme un tour de magie. On vous dit, hey, regardez là, mais pas là, parce que c'est un peu moins animé. Et du coup, il faut opérer ces choix-là. C'est la prestidigitation. Voilà. Et puis, je pense que je peux vous montrer des petites images si vous voulez. Ici, par exemple, on a le chef de la police.
Robson. Alors Robson, c'est vraiment le nom du chef de la police à l'époque, de l'inspecteur qui avait capturé Eugène. Et par exemple, sur les purs graphiques, je vais aller chercher sur les policiers plus des silhouettes pour avoir des choses. C'est lui qui est important. Les autres ne sont que des sbires, mais en même temps, j'ai besoin aussi de cette masse à l'image. Ici, par exemple, dans une scène un petit peu plus onirique, c'est une scène où Eugène se laisse aller avec Betty, parce qu'il est la seule en qui elle a confiance et la seule qui sait, c'est la seule qui voit. Par exemple, dans la série, moi, j'avais pas fait Dieu pour des raisons économiques, mais parce qu'en fait, personne ne voyait vraiment Eugène, sauf Betty qui avait des yeux, parce que c'était la seule qui le voyait. Et là, je voulais garder en fait cette relation qu'il y avait entre deux. Mais par exemple, sur les décors, je vais garder juste des impressions de chaleur, de matière et de rouge, et c'est par le mouvement qu'on va retrouver des choses. Hop. Et donc j'ai envie de travailler en fait avec des transitions où il passe tout le temps du réel à l'onirique, parce que c'est un personnage qui est jamais là tout à fait, et toujours d'avoir cette sensation. Puis il a une hantise par rapport à son passé et par rapport à la mère. Il s'est noyé aussi énormément dans l'alcool. C'est quelqu'un en fait qui flotte tout le temps. Donc dans les transitions et dans la réal, d'avoir un espèce de tissage qui vient sans cesse. Et du coup, en termes d'écriture, si je comprends bien, pour le long métrage, c'est une track qui se passe au présent avec des flashbacks qui permettent de comprendre petit à petit des éléments de la psychologie et de l'histoire d'Eugène. Exactement. Et en fait, on reprend ça, mais en beaucoup plus long et en beaucoup plus étendu. C'est-à-dire que, je spoil, au départ du film, on voit ce qu'il y a 3 ans avant. Donc c'est au moment où se passe le crime. Le crime. Et le crime supposé, puisque... Le crime supposé. Et du coup, mais tout ça est un petit peu mystérieux. On ne comprend pas ce qui se passe. On voit juste un personnage qui court, qui est complètement hanté, qui panique complètement. Et ensuite, on revient tout de suite 3 ans après. Donc j'ai toujours envie de garder ce jeu entre toutes les temporalités pour pouvoir en fait faire circuler Eugène dans ses... un cheveu sur le truc. Dans ces grands décors. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler tout de suite des choix techniques qui ont été faits pour le film, et notamment la variété, la mixité en fait, des techniques que tu as choisies pour illustrer tout ça. Ouais, moi ça me stresse un peu, je voudrais savoir à combien de temps on est. Mais en fait, Ok, bon alors très vite je vous montre des jolies images. Donc là c'est la fuite dans la forêt avec Eugène. Voilà, donc c'est vraiment un univers très noir et blanc avec des décors très très simples. Ça c'est le joli post-it de scénario sur la structure du film, comment on structure ça. Voilà, donc ça c'est vraiment des recherches de décors. Et sur la technique, alors donc ça c'est Eugène et comment on s'est inspiré du réel. Ça, on a des images qui parlent aussi de transidentité. Qu'est-ce que c'est que la prison comme corps aussi, et à cette époque, il n'y avait pas toutes les opérations, il n'y avait pas tout ça. Donc comment vivre avec ce corps qui n'est pas le sien. Là, c'est des petites images de storyboard sur les passages de cauchemar. Oui, je me suis amusée à faire de la BD plus qu'autre chose. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des passages comme ça où la réalité vrille tout le temps. Et alors, pour la technique, sinon on regarde le teaser. On regarde le teaser et on en parle après. Je cherche ma mère. C'est elle, là, avec mon beau-père. Si c'est ta mère, je suis désolé pour toi, gamin. Pardonne-moi, Annie. Tu peux tromper tout le monde, mais moi je sais qui tu es vraiment. Le crime pervers qui menace l'Australie! C'est vrai ce qu'on dit. Pas maintenant.
T'as dit de la lâcher. Je sais où ce salaud se cache, inspecteur. Attrapez-moi cette ordure. Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi qui se fait traîner? Je vais tout balancer. Saisissez-le. Léo, emparez vos fuites. C'était un accident. Alors comment expliques-tu que... C'est une vieille blessure. Vous êtes certain, Doc? Eugène, Eugénia, tout sur l'affaire de l'homme-femme. Et là, il y a les noms de la super équipe. Voilà, parce qu'on a aussi plein de partenaires super. Et puis plein de partenaires super aussi à venir. Je sais que Arnaud de Gaoshan est ici présent. On a aussi Tchak qui est avec nous. Il y a Tu nous as pas vu qui va nous rejoindre sur l'aventure. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Donc plusieurs studios qui s'étaleraient de Lille à l'île de la Réunion. De toutes les îles. Et puis de Annecy, un petit peu partout. Là, on est en train de faire toc 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 au Luxembourg, un petit peu au Belgique, au Canada. Donc pour l'instant, on cherche encore des partenaires. Je passe très vite sur nos personnages réels, les patronnes de la pègre. On va peut-être avoir Voilà. le temps de revenir sur pourquoi avoir ajouté des personnages fictifs par rapport à la réalité. Mais est-ce que tu peux déjà nous éclairer sur les choix de techniques? Est-ce qu'ils sont purement économiques, par exemple le recours à la rotoscopie, ou est-ce que ça s'est joué autrement pour toi? En fait, sur la série, pardon, je passe très vite, c'est très désagréable. Alors, sur la technique, voilà. Sur la technique, en fait, pour la série, c'était économique. Pour le long métrage, c'est complètement un choix. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré travailler avec la rotoscopie pour le travail, en fait, avec les acteurs et les actrices qui étaient présentes, parce que entre le storyboard, l'animatique et ce qu'ils ont apporté au tournage, c'est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, celle qui joue Betty Cléocénia, elle a apporté... moi j'explore assez peu, par exemple, la féminité. Elle l'a apporté, elle est passionnée des années 20, elle fait du burlesque, donc elle a apporté énormément, en fait, au personnage, notamment pour le personnage d'Eugène, qui est joué par Déborah Maric, qui est une actrice incroyable. Elle a apporté énormément de carrure aussi à ce personnage, et du coup j'avais envie de garder une roto assez stylisée et qui passe en fait dans les mains des animateurs par le choix du rythme, de la fluidité, des ombres qui vont être créées, parce que c'est le mix en fait des deux talents réunis qui va créer en fait cette espèce d'inquiétante étrangeté. Donc là on a des petites photos de tournage, on est vraiment en mode bricolage et ça fonctionne, il n'y a pas besoin de plus. Ça c'est quand j'étais jeune. Et ça c'est la foule, il y a mon producteur aussi dedans. Et puis voilà, donc ce que ça donne, c'est ça. C'est qu'au début, on a ça. Des fois, on va même filmer dans la rue parce que c'est compliqué. Ensuite, ça passe à ça. Donc là, il y a l'ajout des ombres, de la ligne claire et des couleurs. Et puis ensuite, sur des personnages comme ça donne ça. Je m'amuse beaucoup à filmer mon écran quand je suis très contente d'avoir terminé une anime, parce que c'est un peu long. Donc c'est pas un choix forcément économique, c'est un choix de narration. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des choses qui soient très réalistes et des choses qui soient beaucoup plus oniriques et qui passent par de l'anime tradi. Donc c'est qu'on a des choses, donc là c'est le compositing qui a été réalisé par Tchak, c'est qu'on a des choses qui sont, ça vous l'avez vu,
qui sont beaucoup plus libres dans l'animation. Ça, c'est l'animateur Hugo Frassetto, qui est un animateur incroyable aussi, qui a fait un travail aussi sur toutes les fumées et tous les personnages qui sont beaucoup plus fluctuants. Voilà, et puis après, je rajouterai, je terminerai là-dessus un petit mot sur la musique qui est faite par Pierre Oberkampf et qui ajoute aussi énormément à l'émotion et à compléter l'espace visuel. Pardon, c'était un peu chaotique parce qu'on a mis du temps à s'installer au niveau informatique. Mais j'espère que c'était clair. C'était très bien. Ouais, on va passer la parole à la salle parce que c'est un peu le jeu. Oui, quelques questions, si vous en avez envie. Bonjour, moi c'est Valentine et je voulais avoir des informations un peu sur la technique d'aquarelle, c'est ça, en 2D que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus comment ça s'est passé, l'effet brush, tout ça? Eh ben, en fait, tout est fait sur TV Paint parce que moi, je voulais garder cet effet encre et aquarelle. Et maintenant, sur TV Paint, il y a des choses des plumes assez incroyables. Le tout, c'est on pourra en parler en privé, mais c'est de bien paramétrer ces brushes pour éviter en fait que ça fasse des la sur toutes les textures et tout ça. Mais sinon, en fait, on peut faire des choses très très belles. Et puis surtout, la machine, c'est qu'une machine, hein, c'est l'aquarelle et tout ça, mais c'est la main de l'animateur qui va jouer sur les pieds et les déliés, sur l'énergie aussi. Par exemple, moi, quand j'anime, surtout en roto, j'aime bien me dire, ok, je suis dans le mouvement. Si j'anime une course, il faut que je sue à la fin sur ma tablette parce que j'ai gardé le mouvement, la déformation et cette énergie-là. C'est vraiment de la musique, quoi. Donc on bouge et tout ça, et quand c'est calme, on anime calmement. Donc c'est très physique en fait comme façon d'animer. Une autre question ici. Bonjour, déjà magnifique projet, bravo et à vous et à toute l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport au choix de la voix d'Eugène ? Alors, pour l'instant, pour la série, on avait demandé à Corinne Maziro. Là, pour le choix de la voix d'Eugène, il n'est pas encore fait. Moi, j'aimerais bien travailler aussi avec des acteurs de la communauté trans, parce que c'est très important pour moi, autant sur les relectures de scénarios que pour l'incarnation, que ce soit un sujet documenté. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas de choix arrêté, mais moi, j'aimerais bien avoir une voix qui soit réaliste par rapport à l'époque. C'est-à-dire que c'est comment on baisse sa voix, comment une voix de douleur qui est assez souffreteuse, puis c'est un taiseux, Eugène. Enfin, c'est comme ça que je l'ai imaginé, donc pour l'instant, on n'a pas de choix arrêté là-dessus. C'est une question très bête et pas du tout cinématographique, mais je comprends pas comment Eugène s'est marié et que la femme avec qui il s'est marié s'est pas rendu compte immédiatement qu'elle avait affaire à une femme. En fait, encore une fois, on n'a pas la machine à remonter le temps, mais moi, chacun peut avoir son idée, mais moi, j'imagine plus que c'était Alors déjà, il faisait très gaffe. Il dissimulait. C'est des gens qui dormaient pas forcément dans le même lit et tout était au niveau des rapports intimes, tout était millimétré et caché. Et puis c'est pas forcément les femmes à l'époque connaissaient pas forcément il y avait moins de liberté charnelle. Donc du coup, il y a cette explication-là. Moi, mon explication, c'est qu'il y avait quand même un accord tacite. C'est qu'on avait une femme veuve avec un enfant qui a trouvé aussi peut-être pratique. Et puis en même temps, ils étaient... si on voit les photos de ce qu'ils ont dit de la relation, c'était un couple qui s'est bien entendu à un moment donné. Encore une fois, on n'a pas la machine à remonter le temps, donc on ne sait pas comment ça s'est passé entre eux. Mais du coup, lui, c'était aussi d'être un homme seul à partir d'un certain âge. C'est moins louche de se marier, donc il y a aussi une entente pratique. Sauf qu'à partir du moment où ce secret risquait d'être dévoilé, c'est devenu un danger vital pour elle. Et en fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a quelque chose d'insupportable à se dire que la société met son nez dans des affaires
ultra intimes qui ne devraient pas la concerner et qui amènent en fait à vivre un peu comme des bêtes traquées, alors qu'il n'y aurait pas eu toute cette morale et à pas vouloir pas pouvoir vivre en fait tel qu'on est. Ce qui se passe, c'est que en fait, ça emmène des cachotteries, de la peur et des actions complètement irraisonnées, gravissimes et néfastes et funestes. Je sais pas si c'est une sorte clair. de mariage blanc en quelque sorte. Je sais pas. Gris. C'est à vous d'aller chercher après le film aussi. Alors, ce sera la dernière question. Bonjour. Moi, c'est pas une question, mais une remarque plutôt. En fait, merci pour la présentation. Ça me touche que vous disiez que vous avez envie de travailler avec une personne trans pour la voix du personnage principal. Et du coup, juste à titre informatif et pour la salle aussi, il y a une association qui s'appelle Représentrans qui fait un annuaire, du coup, où il y a plein de personnes trans en fait qui sont dedans, et notamment du coup des personnes qui sont actrices, et il y a aussi des personnes qui font du consulting sur les films qui du coup peuvent faire des retours et c'est prévu. Et voilà, bah super. Du coup, c'était à titre informatif, mais merci tant pour mieux, cette merci. remarque, c'est important. Alors, juste une dernière question. Où vous en êtes dans la finition du film? Des sous. Donnez-nous des sous. C'est des sous en ce moment, d'accord? C'est les sous. Non. Alors, on a énormément de personnes qui nous soutiennent. Récemment, la SACD aussi, merci. Mais qui nous mettent en lumière, qui en parlent du film. Et ça, c'est génial. Maintenant, en fait, et ça, c'est l'objet d'un autre débat, mais en fait, sur les financements publics et sur les acteurs publics, il y a un énorme engouement pour tous les films d'auteurs, d'animation adultes ou noirs, tous les sujets. Il y a de plus en plus de réalisateurs qui sont là, qui sont chauds pour faire des films. Sauf que derrière, on a des diffuseurs sur les financements privés, et c'est normal, qui sont un petit peu frileux. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le public, il est là. Les réalisateurs sont là. L'énergie, elle est là. Donc, faites-nous confiance, on va faire des beaux films. Et puis, c'est ça aussi, l'exception culturelle française, c'est qu'il faut absolument avoir le courage et soutenir ces films, même s'ils ne sont pas évidents, même si on va se dire qu'il ne va pas y avoir d'entrée au cinéma. Laissez-nous faire, ça sert à ça aussi. Enfin, c'est que il y a énormément de films qui sont en train de se faire, qui sont en train de se préparer, et que là, ce qui nous manque, pardon, je fais mon petit discours militant, mais ce qui nous manque, c'est encore une fois des financements, et que parfois c'est difficile l'animation parce que faut s'armer de patience énormément. Donc pour l'instant, pour répondre de manière pragmatique à la question, on est en train de continuer de chercher des financements. Là, ce que je fais en ce moment, et je suis trop contente, c'est du storyboard. Je dois faire 10 minutes du film, mais mettre enfin les mains dans la mise en scène, de faire des images. Et si vous voulez les voir, venez me voir. Mais ça fait du bien aussi. Donc on avance, mais petit pas. La montagne est encore loin. Bon courage. Merci. Et bonne suite. Merci Anaïs. Voilà, on espère qu'on va voir le film prochainement. J'espère aussi. Merci, c'est tout. Merci.